Ah, pardon. Quand est-ce que vous avez commencé à faire des bios? Ah, bah les bios, c'est tout nouveau en fait. Ça date donc d'il y a 2 ans. Parce que c'est très rare, en littérature jeunesse, c'est quand même rare. On n'en a pas beaucoup. Donc, on nous en demande pas souvent. Pourquoi Leonardo italien et pas un français ou un autre langue? Bah, donc j'ai expliqué tout à l'heure, hein, pour moi Leonardo, c'est pas sa nationalité qui m'a décidé, c'est le fait que ça soit un génie universel en fait. Hein. Pour moi c'était celui qui savait tout faire. Le deuxième que j'ai fait c'est Molière. Tiens, est-ce que vous savez qui c'est Molière? Alors, à 3 je récupère le silence. À 3 on fait le silence, sinon je parle plus parce que, je sais pas si vous entendez, j'ai le rhume même avec le micro. Donc 1, 2, 3... Ceux qui connaissent pas Molière, ils lèvent le doigt. Et c'est pas une honte. Alors Molière, vous allez le faire en 5e, c'est un auteur de théâtre français. C'est un de nos plus grands auteurs de théâtre français. Et il écrivait des comédies. Vous savez ce que c'est des comédies? Alors, qui sait que c'est une comédie? Toi, avec le pull rouge, tu te lèves, tu nous dis? Quelqu'un l'aide? Toi, tu sais, avec les lunettes? C'est une personne qui joue de la comédie, qui fait rire les gens. Ah, voilà, c'est une pièce souvent qui fait rire, effectivement. Donc Molière, bon, il a écrit une tragédie, Pauvre Chouchou, et il a un peu raté. Enfin, moi je l'adore, hein. Elle s'appelle Don Juan. Moi je l'adore, mais il y en a plein qui trouvent qu'elle est ratée. Bon, sinon il a écrit beaucoup de comédies, des farces même. Voilà. Donc ma deuxième bio, c'est sur c'est vraiment sur un français. Voilà. Et alors la troisième, je ne sais encore pas sûr qui ça va être. Donc il va y avoir Mozart, parce que c'est de la musique, mais c'est pas moi qui l'écris. Parce que moi je ne suis pas musicienne, malheureusement. Et je ne le sentais pas. Et Einstein, c'est donc un grand génie scientifique. Et moi je ne suis pas très bonne en sciences. Donc je trouvais que c'était mieux que ce soit un scientifique. Et après je voulais écrire Cléopâtre, parce que voilà, j'adore. Puis en plus c'est une fille. Mais c'est pas sûr que je la fasse. On m'a proposé Jeanne d'Arc. J'avais trouvé un super biais pour faire Jeanne d'Arc avec les mangas, les samouraïs, etc. Mais c'est pas sûr que je fasse Jeanne d'Arc. Je vais savoir mercredi. Je vais faire. Oui, je voulais juste rajouter un truc pour ceux qui voudraient découvrir Molière. Au mois de mai, j'ai pas la date exacte en tête, vous avez le Bourgeois Gentilhomme qui va passer aux 26 couleurs. Donc je ne sais pas si vous voyez où elle se trouve cette salle de spectacle. Elle se trouve en bord de Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry. D'accord? Donc voilà, à noter dans vos petits agendas. Je vais repasser pour 2 questions et je vais faire venir Lily qui devait lire un passage ensuite. Donc ça te laisse le temps de te faire une mise en place. À qui est-ce que j'ai chauffé le micro? Parce que j'ai honteusement dépouillé un petit garçon. Ça vous a pris combien de temps à faire le livre? Leonardo, c'est donc un gros travail parce qu'il y a un gros travail de recherche. Il faut faire à peu près lire une vingtaine de livres, plus des essais, c'est-à-dire des petits livres spécialisés sur la période, se documenter sur la période, sur l'art, En gros, il m'a fallu 1 an, alors que moi, un roman, je mets 3 semaines normalement pour l'écrire. Mais là, un an, ouais. C'est très long les biographies. Bon, en même temps que Leonardo, j'ai écrit d'autres livres. Hein. En même temps, parce que voilà, moi j'ai besoin de vivre de ce métier, donc pour en vivre, un auteur jeunesse, il doit écrire 4 livres par mois. De tout format, hein, mais 4 livres par mois. Donc voilà, ça fait quand même un bon début. Pourquoi la petite fille Mélissa et pas un autre nom? Ah, Mélissa. Alors déjà, moi, j'avais envie de faire entrer dans la littérature des enfants métis ou des enfants noirs ou arabes. Parce que pour moi, c'est important que ces personnages soient dans les livres parce que ce sont des enfants, les personnes de couleur ou
les personnes d'origine autre que française au départ. Ce sont nos amis. Moi, ma meilleure amie, elle s'appelle Wided et elle est marocaine. Et j'ai un autre ami, Gilani. Mon deuxième meilleur ami, il s'appelle Gilani et il est tunisien. Et Mélissa, c'est la meilleure amie de mon fils Mathieu qui a 16 ans. Et elle est brésilienne. Et la Mélissa du livre, c'est Mélissa, c'est la Mélissa que je connais en fait, qui est brésilienne. Et je trouve que c'est important parce que les personnes qui sont, dont les parents sont d'origine lointaine, parfois sont victimes du racisme. Et moi, ça me rend folle le racisme. C'est un truc qui me rend folle parce que, il y a un poète qui dit que dans nos veines, il y a du sang qui coule et il est rouge. Et qu'on soit blanc, qu'on soit d'origine chinoise, moi je suis handicapée, qu'on soit handicapé, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, notre sang, quand on saigne, il est rouge. Et c'est ça qui compte pour moi. Donc pour moi, c'est important de mettre dans nos livres des gens d'origine diverses pour habituer le regard, pour habituer notre regard et pour qu'on arrête de regarder les gens en disant qu'il n'est pas comme nous, il est exactement comme nous, quoi. Voilà, c'est juste une histoire de couleur, de peau. Alors, une dernière question avant la lecture de Lily, puis après on reprend les questions. Mais c'est tout le temps de ce côté. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez changer de métier? Non. J'ai déjà fait pas mal de métiers avant, et celui-ci, c'est le métier dont je rêvais, et c'est un métier où je m'épanouis pleinement, et où en plus je peux faire des choses très diversifiées. Par exemple, ce matin, je suis allée voir une éditrice. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur un projet de fiche pédagogique pour les maîtres, les maîtresses, pour faire travailler sur la fatigue des élèves, sur les émotions, sur comment arriver à prendre la parole en public, aider les élèves à prendre la parole en public. Donc c'est des fiches pédagogiques clés en main, toutes faites pour les maîtres et les maîtresses. Et ce matin, je suis allée voir l'éditrice pour ça. Donc vous voyez, rien à voir avec Leonardo ou des romans. Donc j'adore ce métier en fait, parce qu'il est très très diversifié. On peut aussi écrire un album de petits nounours pour les enfants le lendemain, et après, je sais pas, un livre sur des fourmis. C'est assez diversifié. Donc je crois qu'il y a une lecture. C'est bon, donc je sais pas, je me mets sur le côté. C'est le moment où Lily lit. C'est Lily, hein. Elle est très sympa, hein. J'ai fait sa connaissance tout à l'heure. Elle s'appelle Eliane, mais tout le monde l'appelle Lily. Je pense que vous connaissez tous un peu la musique, vous en écoutez. C'est parti, je suis sur cette scène, moi, avec un trou théâtre dans la maison des jeunes. Que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Monde de la Recherche. Donc, nous avons un passage où on parle de musique. C'est ma bienvenue. Alors, le numéro 1. L'orgue de papier. L'ancêtre de l'accordéon. Avec un clavier sur le côté et des soufflets en papier. Il produit un son tout doux. Le 2, le tambour mécanique. Un vrai tambour d'assaut qui imite le bruit du tonnerre sur les champs de bataille. Parce qu'à la Renaissance, il y avait aussi un art qu'on appelait la guerre. On est bien d'accord. Mais c'est une super machine avec 2 rouleaux programmables qui ressemblent à un ordre de barbarie qui active les baguettes. Le tambour peut jouer des rythmes différents, préenregistrés. Il fonctionne à l'arrêt ou il marche. Il suffit de sélectionner le morceau que l'on veut. C'est top, non? Le canon musical. Encore un mot de guerre, mais rassurez. Au lieu de tirer des balles, il tire des mélodies avec un système d'engrenage qui projette des sons dans des bouches de canon. Ça donne une chanson en canon, comme une chorale mécanique. C'est géant, au propre comme au figuré. Léo a inventé des tas d'instruments.
Il y a la viola organiste, un piano qui a un son violoncelle. Il y a la flûte à glissando. C'est génial. On obtient un son en déplaçant les doigts le long d'une bande qui remplace les flûtes. Je dirais une voix qui fait des vocalises. Mais c'est bien plus joli que la cascade. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la musique. Et moi, je vous conseille de lire ce livre, de faire de la musique et d'en écouter. Merci. Merci. Je rappelle que Lily est notre responsable du théâtre pour les grands. Je la remercie d'autant plus d'avoir choisi ce passage-là, c'est que moi j'ai découvert la viola organista. Il y a des bonus dans le livre pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Vous pouvez aller écouter la viola organista justement. J'ai dit que vraiment il y a un très bel enregistrement parce qu'elle a été construite en 2013. Je me souviens que quelqu'un a arrêté les plans et construit cet instrument donc, en 2013. Et on peut l'écouter donc en vidéo YouTube. Puis en plus je trouve ça sympa parce qu'en plus on a ici le chef de chœur de la chorale de Paul-Émile Victor, Monsieur Chomiki. Vous êtes nombreux, hein? Il a quel âge ce livre? Alors, comme on parle beaucoup, on a du mal parfois à entendre les réponses des autres. Et tout à l'heure, j'ai répondu que ce livre me semble à 1 an et demi, mais 1 an, enfin je ne sais plus en fait. 1 an, ouais, voilà, à peu près. Il a 1 an, voilà. Un bébé. En fait, en attendant que quelqu'un soit désigné pour répondre aux questions, Lily, elle vous a parlé de Léonard de Vinci qui a inventé des instruments de musique. En fait, Léonard de Vinci, il est surtout connu pourquoi? Vous le connaissez, vous? Et pourquoi vous le connaissez, vous? Pour la Joconde. Voilà. Alors, il est surtout connu pour ses peintures, mais Léonard, il a finalement pas beaucoup fait de peinture. Et il a beaucoup plus passé de temps à faire du théâtre, des décors de théâtre, des costumes de théâtre et des instruments de musique. Et à écrire de la musique aussi. C'était sa grande passion, ça. Et il s'est fait connaître à la cour de Milan grâce à sa musique, grâce à un instrument de musique qu'il avait inventé. Voilà, donc quelque part, quand il a vraiment commencé à être célèbre grâce à la musique. C'est pour ça que Lily vous a parlé des instruments de musique. Et Delphine vous a parlé d'un bonus pour ceux qui ne savent pas. Il suffit de demander, vous redemanderez à vos professeurs, il suffit d'aller sur le site de l'éditeur qui s'appelle Poulpe Fiction, même si vous n'avez pas lu, c'est pas grave, et de taper Leonardo bonus. Parce que moi, je n'avais pas moyen de mettre, évidemment, dans un livre des vidéos YouTube. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Mélissa, pour faire sa présentation de Leonardo, en fait, elle fait comme une chaîne YouTube. Et c'est pas des chapitres, c'est des épisodes, hein, comme des capsules YouTube, parce que moi j'adore YouTube. Et bah ouais, on trouve plein de trucs. Et du coup, dans bonus, je vous ai mis plein de visuels YouTube. Alors malheureusement, malgré tous mes efforts, et je vous assure, j'ai passé des soirées, j'ai pas pu retrouver la musique de Leonardo. Par contre, j'ai retrouvé des partitions. Et puis j'ai retrouvé des instruments de musique, comme disait Delphine. Il y a un monsieur qui a recréé la viola organista et d'autres instruments aussi. Donc vous pouvez découvrir les instruments de Leonardo. Voilà. Alors la question. Où est-ce que vous avez trouvé toutes les informations pour la biographie? Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai lu une vingtaine de livres, une vingtaine de bios, hein, écrites par des gens très sérieux. Et j'en ai choisi une de référence. Quand on fait des recherches, si vous faites un exposé, il y a tout le temps un endroit, un livre, un site, quelqu'un qui a mieux fait les choses, qui les a vraiment fait sérieusement. Et moi, c'est un monsieur qui s'appelle Serge Bramley, qui avait écrit une magnifique biographie de Léonard de Vinci.
m'a servi de biographie de référence. Voilà. Après ça, c'est un peu compliqué pour vous. On passe un peu de ce côté, non? Hein? Allez, on passe un peu de ce côté. Ben, d'abord là, et puis après peut-être par là. Vous êtes plusieurs ou vous êtes tout seul à faire ce livre? Toute seule. Ah non, pas les dessins, pardon. Quelle honte. Non, bien sûr. Alors les dessins, c'est Leslie Play qui les a fait. Mais alors, c'est vrai que je parle très peu des dessins de Leonardo, alors que sur mon Molière, je parle beaucoup des dessins. Parce que pour les dessins de Leonardo, alors qu'il y en a énormément, en fait, moi j'ai donné les idées des dessins, et la personne, elle a refait les dessins, et j'ai jamais pu la rencontrer, donc on se connaît pas. Et moi, ça m'arrive jamais ça, de pas rencontrer. Donc du coup, j'ai donné les dessins, les bulles qu'il fallait mettre, etc. Et j'ai jamais pu rencontrer la dessinatrice. Voilà. Alors que sur Molière, c'est une copine, donc on a vraiment fait le livre ensemble. Et elle a inventé elle-même les dessins sans que je dise, sans que je fasse un scénario de dessin. Donc c'est vrai que j'ai un autre rapport sur d'autres livres avec le dessin. Honte à moi de ne pas l'avoir cité, Leslie. Voilà. Les images du livre, c'est vous qui les choisissez ou c'est d'autres personnes? Alors les dessins, pour ceux-ci j'ai fait le scénario et il y a des images, on va pouvoir voir plein de machines, on va pouvoir voir par exemple Leonardo, un jour à Milan, on lui a commandé le plus grand cheval du monde sculpté. Alors lui il a fait des dessins, il a fait des essais, il en a même fait un en plâtre, un essai, une maquette en plâtre, grandeur nature, il était immense. Et puis voilà, pas que normalement le cheval devait être en bronze. Big, la guerre, une guerre d'Italie, il y en a eu plein. Donc guerre d'Italie, donc tout le bronze, au lieu de servir pour faire le cheval, il a servi à faire des boulets de canon. Ah, il était pas content Leonardo. Hein. Donc du coup, il n'a pas pu faire son cheval, mais quand on va à Milan, et ben on peut le voir, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a reproduit exactement le même, et il est devant l'hippodrome de Milan. Voilà. Donc Mélissa, elle est allée à Milan, enfin c'est moi pour le coup, et elle a photographié le cheval. Voilà. Donc il y a des photos perso aussi. Il y a mon mari au Clos Lucé où nous emmenait tout à l'heure. Voilà, alors je dis que c'est le père de Mélissa, mais pour ceux qui vont lire le livre, c'est mon mari en vrai. Voilà. Oui. Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez créé les 3 livres? Bah non. Alors, bah non, parce qu'en fait ça, normalement il y en a 4. Donc les livres, c'est la sélection, si vous voulez. Il y a le prix Citrouille. Ces jeunes élèves ont sélectionné 4 livres. Et après, il va y avoir un vote pour dire lequel est élu, lequel gagne le prix. On appelle ça un lauréat. Donc, il y a le livre d'Ismaël. Alors, Ismaël, je ne sais pas quand vous allez le rencontrer. Non, mais Alors, Ismaël, c'est super dur de le rencontrer parce que pour le coup, lui, c'est une vraie star. Ismaël, il est animateur télé. Et il fait des reportages pour... Moi, je regarde pas la télé, alors... Échappée belle, voilà. Il fait des reportages pour Échappée belle. Donc là, vous allez avoir une vraie star de la télé. Il est habitué, il a travaillé sur France 5, etc. Et en plus, il a un super boulot, à part ça. Et là, il vient d'avoir un bébé, donc il part plus trop si loin. Mais en plus, il guide les gens sur la banquise. Donc Ismaël, c'est un aventurier qui partait avec sa femme Alice sur la banquise. Et là, il vient d'avoir un bébé qui s'appelle Naël, qui est trop mignon. Et du coup, Ismaël, voilà, il part que quelques semaines faire ses reportages pour Échappée belle. Donc lui, c'est une vraie vedette. Il a écrit sur le Groenland, sur... voilà, là, c'est sûr, c'est lequel, celui-ci, du coup. C'est sur les narvals. Ouais, c'est sur les narvals, voilà. Alors après, Anne Fleur, c'est la deuxième. Anne Fleur, c'est une jeune femme. C'est son premier roman. Excusez-moi, je regarde le titre. Viser la lune, parce qu'on en lit tellement. Et c'est une série qui s'appelle Allô sorcière. Donc il y en a d'autres. Anne Fleur, elle est très très sympa aussi. Elle est passionnée de littérature et elle milite pour les filles, Anne Fleur. Et du coup, celui que vous avez déjà vu, je sais pas si... c'est Poule Renard Vipère de mon copain Paul Ivoire. On s'adore tous les deux. Des fois, on chante ensemble, mais moi, je chante pas sans lui. Et voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Moi j'adore mon Leonardo, bien sûr, parce que bah voilà, c'est mon chouchou. Mais franchement, les autres livres, moi je vais pas vous dire pour qui je voterai, j'ai un chouchou dans toute la sélection, c'est pas le mien. Mais voilà, c'est des copains, donc moi je suis à fond pour les copains. Voilà, voilà. Oui. Pourquoi il est habillé comme ça, Léonard de Vinci? Pourquoi il est habillé comme ça? Alors Léonard de Vinci, il n'a pas vécu, c'est assez ancien, hein. C'était au XVe siècle, donc du coup, il avait les habits de l'époque du Quattrocento, hein. On mettait des collants, des culottes qui s'arrêtaient ici, une sorte de ce qu'on appelait des culottes, des longs manteaux, on mettait un bonnet sur la tête, un béret sur la tête, on avait des capes. Et alors, tiens, il y a un truc qui est marrant, c'est que à l'époque, les hommes portaient beaucoup de roses. C'est assez récent que le rose est plutôt réservé aux filles, c'est en train un peu de changer. Ça date de la princesse Caroline de Monaco, qui avait fait, Grâce de Monaco, pardon, qui avait fait sa layette pour la princesse Caroline en rose. Et tous les magazines avaient repris cette layette de rose. Et donc c'est assez récent que les filles sont en rose. Voilà. Mais à l'époque, Léonard, il était super connu pour son beau manteau rose. C'est lui-même qui se faisait ses habits. Il était un peu un couturier aussi. Il est toujours très bien habillé. Oui, pardon, vous êtes là. Comment avez-vous trouvé l'inspiration de créer Léonardo et pas... L'inspiration, j'explique.